Bonjour à tous, je vous propose cette 13e rencontre dans le cadre de ce cycle de cours intitulé Analyse mathématique pour les équations aux dérivées partielles. Je vous rappelle que lors de nos précédentes séances, nous avons installé les différentes notions et démontré les principaux théorèmes de l'analyse hilbertienne, on va le dire comme ça, qui vont être maintenant disponibles dans ce prochain chapitre que nous allons démarrer dès aujourd'hui concernant les théorèmes pour l'analyse mathématique des équations aux dérivées partielles. Donc, sans plus tarder, chapitre 3, les grands théorèmes de l'analyse pour les équations aux dérivées partielles. C'est parti. Chapitre 3, les grands théorèmes pour les EDP, pour les équations aux dérivées partielles. Alors, certains diront un certain nombre de résultats que je vais présenter ici auraient dû être présentés peut-être dans le chapitre précédent, dans le cadre de l'analyse hilbertienne, en tout cas de ce que nous avons installé encore une fois comme minimum vital pour ce qui va nous intéresser. Eh bien, écoutez, mon choix a été de transférer un ou deux résultats exceptionnellement forts et que nous allons voir aujourd'hui, c'est le théorème de Riss, à savoir théorème de Riss. Et vous allez comprendre pourquoi je disais que certains l'auraient mis dans le chapitre 2. Représentation, il s'agit de la représentation d'une forme linéaire dans un Hilbert. Représentation d'une forme linéaire. D'une forme linéaire. Alors, je vais l'énoncer et on va autant que faire se peut motiver plutôt que de vous faire subir. Autant, je dis bien autant que faire se peut parce que vous allez voir que c'est pas simple à, encore une fois, à réveiller, pour pas dire éveiller, les idées qui feraient que vous seriez un Riss potentiel, c'est-à-dire une personne qui pourrait être en mesure, de démontrer ce théorème indépendamment de ce que l'on pourrait subir par une simple lecture. Théorème. Soit H un Hilbert et L, grand L, une forme linéaire, continue, définie sur grand H. Définie sur grand H. Pas plus que ça. On a un espace de Hilbert avec les notations que vous connaissez maintenant, et c'est-à-dire produit scalaire, norme, etc. Et on a grand L, une forme linéaire définie sur cet espace de Hilbert. Alors, il existe un élément unique dans cet espace de Hilbert, tel que eh bien, L de V soit égal à U scalaire V, quel que soit V appartenant à grand H. Voilà le théorème de représentation de Riss ou de représentation d'une forme linéaire. Autrement dit, la forme linéaire est représentée à l'aide d'un vecteur via, oh, disons-le, je ne l'ai pas utilisé, mais vous allez comprendre fort du chapitre précédent, via sa projection sur tous les autres vecteurs de l'espace de Hilbert. Je répète, en termes de vocable et de description qualitative, la forme linéaire, finalement, c'est son action sur tous les vecteurs de l'espace de Hilbert. Ça, vous le savez, comme toute application. Et donc, elle est représentée, c'est-à-dire qu'elle est décrite. Elle est connue, en quelque sorte. Son action est connue sur tous les vecteurs. C'est pour ça qu'on appelle ça la représentation de la forme linéaire, à partir de l'existence finalement d'un vecteur particulier qui est associé à cette forme linéaire, tel que, eh bien, toutes les projections, tous les produits scalaires de ce vecteur U, qui est unique, on va le voir aussi, eh bien, telles que toutes les projections, tels que tous les produits scalaires de tous les vecteurs de H sur U soient connus. Connaître la forme linéaire, c'est connaître toutes les projections de tous les vecteurs V sur ce vecteur petit u. Voilà, l'histoire. Alors, puisque j'ai pris mon aise, comme vous le voyez, pour écrire cet énoncé, et pourquoi pas,
Eh bien, on va continuer dans la largeur, plutôt que de couper le trait boulant en deux dans un premier temps. Preuve, j'ai envie de dire, preuve constructive. Preuve constructive. Alors, il faut regarder l'objet. Encore une fois, on ne va pas être au stade, comment dirais-je, absolu de construction. Je vous ai déjà dit, et je le répète, dans une vraie situation, vous ne savez pas si le résultat que vous imaginez est vrai ou pas. Et là, c'est encore une autre histoire. Mais la manière de penser, finalement, elle est pratiquement la même. Je me dis, peut-être qu'on peut avoir cette relation, faut-il y penser? Mais évidemment, il y a des raisons qui motivent cette relation entre la forme linéaire et finalement la connaissance des valeurs de cette forme sur, en quelque sorte, par le canal de tous les produits scalaires via un vecteur qui est caractéristique de cette forme linéaire grand L, comme vous allez le voir. Là, on n'est pas dans la dimension absolue, on a ce résultat et on sait qu'on va y arriver, on doit le démontrer. Voilà. Alors, une fois que cette précision est faite, regardons et observons. Il y a un cas particulier de ce type de relation, de cette relation, qui, comment dirais-je, doit venir à l'esprit du commun des mortels, j'ai presque envie de dire, commun des mortels dans cet environnement scientifique mathématique. Eh bien, il y a un premier cas qui est la chose suivante. Puisque L, je construis quand même, autant que faire se peut. C'est quelque chose qui va de grand H dans grand R, qui est linéaire, comme son nom l'indique, pour essayer de ne pas oublier qu'elle est linéaire. Et en même temps, elle est linéaire et elle est continue. Donc il y a des mots fondamentaux ici qui apparaissent. Très fort. Alors, en général, pour les applications linéaires, donc les formes linéaires à plus forte raison, il y a des notions extrêmement fondamentales qui sont introduites. Je vous renvoie à un cours d'algèbre linéaire de première année de fac qui dit application linéaire, je répète donc forme linéaire, eh bien on pense à noyau d'une application linéaire. Noyau et image, ce sont des ensembles qui ont été introduits, et pour cause, puisqu'il y a des propriétés très fondamentales qui sont spécifiques de ces applications linéaires, à savoir, je vous rappelle, que si l'application linéaire est injective, alors le noyau est nul, et si l'application est surjective, alors l'image de l'application linéaire, c'est l'espace d'arrivée tout entier. Je vous renvoie à des résultats extrêmement fondamentaux, mais de base, que vous n'êtes pas censé, que vous êtes censé avoir à disposition, comme je vous l'ai dit, devant vous, dans le cadre de toute exploration d'un problème nouveau. Ce qui veut dire que je me pose la question suivante. Donc, dans H, dans l'espace de départ, il y a cette dimension du noyau. Je vous rappelle que ker de L, c'est l'ensemble des V appartenant à grand H, tel que L de V égale 0. Donc, a priori, ker de L, c'est un sous-ensemble de grand H. Prenons un premier cas de figure, comme je vous ai dit, particulier. Premier cas qui est motivé par ce que l'on veut, ce que l'on souhaite établir. Premier cas où le L de V, vous voyez, L de V égale 0. Donc, si L de V égale 0, ça veut dire qu'on cherche un U tel que U scalaire V égale 0. Grosso merdo, pour pas dire grosso modo. Et donc, c'est facile, parce que si L de V égale 0, eh bien, le U tel que U scalaire V égale 0 pour tout V en question, tel que L de V soit égal à 0, bah c'est U égale 0 qui convient très naturellement. Donc je dis premier cas de figure, ker de L, c'est grand H. Autrement dit, quel que soit V appartenant à grand H, eh bien on a L de V égale 0. Vous me suivez? Je suis sûr que oui. Parce que dans ce cas-là, je cherche un U tel que U scalaire V égale 0. Eh bien, ça c'est vrai si U égale 0. Autrement dit,
si le noyau de cette application linéaire épouse l'espace tout entier, et encore une fois, j'ai considéré le noyau pour deux raisons. Première raison, au regard de la relation que l'on souhaite établir, parce que si je prends la place de L de V, je mets 0, ben 0 pour tout V tel que je cherche un U, vérifiant U scalaire V égale 0, c'est U égale 0, c'est assez trivial. Deuxième notion importante, c'est qu'on est dans le cadre d'une application linéaire qui est de surcroît qui est continue. Donc la notion de noyau est une notion naturelle, on va dire, pour ce cadre d'application linéaire. Donc, le théorème de Riss vous dit très simplement que lorsque ker de L épouse l'espace tout entier, l'affaire est entendue. Voyons ce qui se passe lorsque ker de L est strictement inclus dans H. C'est pour tout de suite, le temps d'effacer. Donc je vous rappelle que l'on cherche à montrer qu'il existe un U unique appartenant à grand H, tel que, quel que soit V appartenant à grand H, eh bien L de V s'écrive U scalaire V. Et on est dans le deuxième cas, ça c'est l'objectif, et on est dans le deuxième cas, eh bien ker de L est strictement inclus dans grand H. Ça veut dire, si ker de L est strictement inclus dans grand H, donc n'épouse pas H tout entier, ça veut dire qu'il existe un V appartenant à H moins ker de L. Ça veut dire qu'il existe un V tel que L de V différent de 0. Ça, c'est clair. Alors, je dis bien si. Si, imaginons, si on sait, vous ne le savez pas, on ne l'a pas vu, mais on va le démontrer à la fin, en propriété complémentaire. Mais si ker de L était un sous-espace vectoriel fermé de grand H, ce qui est un résultat classique de l'analyse hilbertienne du chapitre 2, mais que j'ai volontairement laissé ici, et pour cause. Alors vous savez que, pour simplifier, si on note grand K, eh bien ce noyau, eh bien vous savez plusieurs choses. Vous savez, par le chapitre 2, qu'il existe, puisqu'on est un sous-espace vectoriel fermé, que j'ai appelé grand K pour se retrouver dans nos notations du chapitre 2, eh bien il existe un seul pk de V, la projection de ce V qui n'est pas dans le noyau, sur le noyau. Alors maintenant le noyau, je l'ai appelé K pour simplifier, tel que la quantité V1 égale pk de V moins V. Eh bien, rappelez-vous, pk de V moins V est orthogonal à tous les éléments de K, tels que pk de V moins V appartiennent à K orthogonal. Ah oui, ça c'est la première chose. Et on sait aussi, on l'a démontré la semaine dernière, K orthogonal sous-espace vectoriel fermé lui-même. Donc, je répète, évidemment, ça c'est une hypothèse dans le sens où on n'a pas démontré ce résultat. Si le noyau est un sous-espace vectoriel fermé de grand H, et on va le démontrer en dehors de ce théorème de Riss, alors, si je note grand K ce noyau, eh bien, il existe une projection de cet élément V qui n'est pas dans le noyau, sur le noyau, qu'on note pk de V, tel que la différence pk de V moins V soit dans K orthogonal. Rappelez-vous, pk de V moins V scalaire Y égale 0, quel que soit Y appartenant à K. Donc, ça veut bien dire que pk de V moins V est orthogonal à tous les éléments de K. Je vous renvoie au chapitre 2, on a bien travaillé là-dessus, et pour cause. Alors, avec K orthogonal qui est lui-même un sous-espace vectoriel fermé. Mais dire que K orthogonal est un sous-espace vectoriel fermé, ça me permet de dire une chose triviale, mais qui est fortement importante. C'est que l'élément V1 en question, qui se trouve dans K orthogonal,
je peux l'écrire lambda W avec un lambda appartenant à R et un W appartenant à K orthogonal. Alors ça, c'est une possibilité tout simplement liée au fait que V1 qui est dans K orthogonal n'est pas réduit à 0, au vecteur nul, parce que K, c'est-à-dire le noyau, n'épouse pas H tout entier. Je répète, K orthogonal n'est pas réduit à 0, donc on peut l'écrire comme un élément V1 comme un produit d'un autre élément par stabilité dans ce sous-espace vectoriel qui n'est pas un sous-espace vectoriel dégénéré, c'est-à-dire réduit à 0. Et pourquoi K orthogonal n'est pas un sous-espace vectoriel réduit à 0? Parce que K, c'est-à-dire le noyau, n'est pas égal à grand H, en quelque sorte. Voilà. Et donc, une fois que j'ai dit ça, je peux écrire V1 en fonction de W à condition d'ajuster le lambda pour que la situation qu'on a décrite avant fonctionne. C'est-à-dire que V1 s'écrive de cette manière-là, en quelque sorte, c'est-à-dire pk de V moins V, c'est l'élément orthogonal à ker de L orthogonal, c'est-à-dire K orthogonal. Alors, pour cette écriture-là, qui est liée typiquement au fait que K orthogonal est un sous-espace vectoriel, ou encore une fois, K orthogonal, c'est ker de L orthogonal, vous voyez ça ici. Et donc, on peut pas, si on a cette relation, il va falloir ajuster le lambda. Alors, pour que cette relation soit vraie, il existe un lambda et un W dans K orthogonal tel qu'on ait cette relation. Ben oui, mais il va falloir l'ajuster. Si vous calculez V1, alors avec, pour qu'on puisse écrire cela, il faut que, si j'écris V1 scalaire W, eh bien, j'ai envie de dire, j'ai deux possibilités de l'évaluer, ce V1 scalaire W. D'abord par ici, donc la partie simple, c'est lambda W scalaire W, et lambda W scalaire W, c'est lambda, norme de W au carré. La norme, évidemment, associée au produit scalaire, on est d'accord. Mais en même temps, V1, c'est quoi? C'est pk de V moins V scalaire, donc on a dit W. Alors attention, W est dans K orthogonal et pk de V est dans K. Donc ici, cette quantité-là vaut ni plus ni moins V scalaire W. Car pk de V scalaire W égale 0, entre parenthèses, pk de V, pour que vous ayez tout appartient à un K, et W appartient à un K orthogonal, donc trivial. Autrement dit, on n'a que lambda, puisque cette quantité est évaluée de ces deux manières, on n'a que lambda, norme de W au carré, s'écrit moins V scalaire W. Et donc, à partir de là, on obtient que lambda, c'est moins V scalaire W sur norme de W au carré. Alors maintenant, on y est presque, parce que finalement, on va être capable, nous, ce que l'on souhaite faire, à l'image du premier cas, c'est calculer L de V. Et le L de V était trivialement nul dans le premier cas, mais là, on voudrait l'écrire comme un U scalaire V. Et il faut le trouver, ce U, on est bien d'accord. Donc, si je regarde L de V, ben L de V, vous êtes d'accord, c'est ni plus ni moins L de, alors il faut faire attention au signe, de pk de V moins V1. Oui, mais pk de V, oh, belote, trop belote. On en est à dire pour la énième fois déjà depuis le début que pk de V est dans le noyau de L. Donc L de pk de V égale 0. Donc ça me donne moins L de V1. Moins L de V1. Je me fais un peu de place pour que ça soit aussi clair à l'écran. Et L de V1, donc on a L de V qui vaut moins L de V1, et V1, c'est un lambda W. Donc c'est, avec le lambda qui a un signe moins ici, c'est donc L
de V1, c'est-à-dire ce lambda, au signe près que j'ai absorbé par le moins L de V1, donc c'est V scalaire W sur norme de W au carré. Ça, c'est le moins lambda, c'est le lambda, pardon, et il me reste fois W. Et vous voyez, donc L de V, c'est par linéarité, on va l'écrire de manière très simple. Donc L de alpha W, c'est alpha au carré L de W. Ça, vous êtes d'accord? Et L de W est un nombre réel maintenant. Donc L de W est un nombre réel, donc je peux le faire rentrer dans l'argument du produit scalaire qui m'intéresse. De la même manière, 1 sur norme de W au carré est un nombre réel et je peux le faire intégrer dans... je suis en train d'effacer le théorème lui-même, l'énoncé, mais enfin vous l'avez déjà maintenant bien assimilé. Je peux maintenant utiliser, grâce au produit scalaire, donc, le fait que la bilinéarité me permette d'intégrer le 1 sur norme de W carré là où ça m'intéresse, ainsi que le L de W, parce que L de W a valeur dans R. C'est une forme linéaire. On obtient donc que si V appartient à quart de L, à H moins quart de L, parce qu'on a dit qu'il existait un V dans H moins quart de L, alors, vu que quart de L est strictement inclus dans H, alors, eh bien, L de V s'écrit, alors je vais dire comme ça, V scalaire, et donc je regroupe tout, oméga, ou W, peu importe, oméga L de W sur norme de W au carré. Donc vous voyez qu'on pose eh bien, le petit u qui est égal à W, L de W sur norme de W au carré. Donc ça, L de W, c'est un nombre, norme de W au carré, c'est un nombre, et W appartient à K orthogonal. Donc ça appartient à K orthogonal. Je vous rappelle que K orthogonal, c'est quart de L orthogonal. Donc il existe bien U appartenant à grand H, plus précisément à quart de L orthogonal, puisqu'on a supposé que quart de L était un sous-ensemble strictement inclus dans H. Il y a donc son orthogonal qui n'est pas dégénéré. Et dans cet orthogonal non dégénéré, il existe un U appartenant à H tel que L de V soit égal à U scalaire V ou à V scalaire U, peu importe, puisque c'est un produit scalaire, donc c'est symétrique. Donc dans le premier cas, si on a quart de L qui épouse tout H, eh bien le U, on l'a trouvé, c'est U égale 0. Et dans le deuxième cas, si quart de L n'épouse pas tout l'espace de Hilbert grand H, alors il existe un V qui n'est pas dans quart de L, mais qui est dans H moins quart de L. Et donc, pour ces éléments V qui sont dans H moins quart de L, il existe un U dans H, au passage qui se trouve dans quart de L orthogonal, tel que L de V égale U scalaire V, rebolote, on y est arrivé. Et pour V dans le noyau de L, on a vu que U égale 0 convient. Ça, c'est pour l'existence de petit u. Alors voyons voir ce qu'il en est de l'unicité. Parce que finalement, on a utilisé la linéarité de grand L, on a utilisé la structure hilbertienne et la projection sur un sous-espace vectoriel fermé, on a utilisé l'orthogonalité, mais on n'a pas utilisé directement la continuité de l'application grand L. Alors, est-ce qu'elle est indispensable? Eh oui, elle l'est. Donc, unicité de petit u. Unicité de petit u appartenant à H, telle que L de V égale U scalaire V, quel que soit V appartenant à grand H.
Eh bien, cette unicité, on va l'établir comme d'habitude en supposant soit U1, U2 appartenant à grand H tel que, eh bien, tel que, quel que soit V appartenant à grand H, eh bien, L de V soit égal à U1 scalaire V et en même temps à U2 scalaire V. Et on veut montrer que dans ce cas-là, U1 égale U2. Eh bien, ça implique, vous voyez que grâce au produit scalaire, je vais écrire que U1 moins U2, c'est toujours la différence à former pour montrer que deux quantités sont égales, il suffit de montrer que la différence est nulle. U1 moins U2 scalaire V égale à 0, et ceci par cette égalité, quel que soit V appartenant à grand H. Mais si c'est vrai, quel que soit V appartenant à grand H, U1 est dans grand H, U2 est dans grand H, c'est un espace vectoriel avant d'être normé et complet dont la norme est issue d'un produit scalaire. Donc, la différence reste dans grand H, et donc dans les V, on peut choisir V égale U1 moins U2. V égale U1 moins U2, ce qui veut dire que l'on obtient que U1 moins U2 scalaire U1 moins U2, c'est-à-dire norme de U1 moins U2 au carré égale 0. Donc ça implique que U1 moins U2 égale 0, donc que U1 égale U2. Toujours pas la nécessité pour l'unicité d'avoir finalement la continuité de l'application linéaire, de la forme linéaire grand L, puisqu'on a écrit qu'on avait deux solutions possibles à cette représentation de cette forme, et pour obtenir que cette représentation est unique au travers d'un vecteur qui donne toutes les projections qui va être le socle, j'ai envie de dire, le germe, comme on dit en informatique, de toutes ces projections, eh bien, par les propriétés tout simplement du produit scalaire, en faisant bien attention qu'on a un espace de Hilbert, donc un espace vectoriel, qui me permet de dire que cette différence est évidemment dans grand H. Donc je peux choisir et V égale U1 moins U2, et donc conclure. Autrement dit, on a très simplement l'unicité de cette valeur de ce vecteur de petit u dans grand H qui permet la représentation de la forme linéaire, c'est-à-dire la représentation, le fait de connaître l'application, l'action de cette forme sur tous les vecteurs de l'espace de Hilbert au travers de tous les produits scalaires ou de toutes les projections de tous les vecteurs de l'espace de Hilbert sur ce vecteur U qui est unique, on vient de le démontrer. Alors la continuité, elle va apparaître, forcément, sinon Riss ne l'aurait pas supposé. Je vous ai dit au début de la démonstration, si le noyau est un espace, est un sous-espace vectoriel fermé, allons-y. Donc là, c'est terminé pour ce qui concerne le théorème de Riss. Voyons maintenant ce qu'il en est de ses propriétés, j'ai envie de dire, locales, liées d'une part à la continuité et d'autre part à d'autres notions que vous connaissez. C'est pour tout de suite. Nous y sommes, donc envisageons maintenant la propriété concernant le noyau d'une application linéaire définie sur un espace de Hilbert grand H. Donc propriété soit grand H un Hilbert et grand L une forme linéaire, continue, définie donc sur grand H. Alors, Ker de L est un sous-espace vectoriel fermé de grand H. Donc il y a deux choses à établir. Premièrement, Ker de L est un sous-espace vectoriel, petit a, Ker de L, bon, preuve, petit a, première partie, Ker de L est un sous-espace vectoriel de grand H.
Alors ça ne va pas être bien difficile, hein. On va prendre deux éléments, soit V et V', appartenant, soit V et V' appartenant à ker de L, croix ker de L, et lambda et lambda' appartenant à R2. Je prends des espaces vectoriels toujours réels, je prends des espaces de Hilbert toujours réels. On pourrait généraliser ces notions-là aux espaces vectoriels complexes, mais ça me mènerait à introduire d'autres notions qui, pour une première approche, nous suffit pour nos objectifs d'analyse mathématique des EDP. Donc, je ne voulais pas enfumer pour enfumer, c'est-à-dire présenter des résultats encore plus généraux, ce qui est très utile dans certaines applications, notamment pour les équations de Schrödinger, notamment qui sont, comme vous le savez, pour certains d'entre vous, font apparaître des nombres complexes. Donc, les valeurs complexes des objets mathématiques considérés sont presque, j'ai envie de dire, incontournables dans ce cas-là. Pour autant, pour ce qui nous intéresse, ce sera largement suffisant. Soit V et V' appartenant à ker de L et lambda' dans R2. Alors, lambda V plus lambda' V' qui appartient à ker de L. C'est bien la question. C'est bien la question. Donc, il faut regarder l'action de la forme linéaire L sur précisément la combinaison linéaire lambda V plus lambda' V'. Alors, comme L est linéaire, donc c'est lambda L de V plus lambda' L de V', et vous voyez que ça tombe tout seul, puisque cette quantité-là, elle est nulle, vu que V est dans le noyau. Cette quantité-là, elle est nulle, donc le tout est nul, trivialement, et donc lambda V plus lambda' V' appartient à ker de L. Alors, toujours pas de continuité. Ker de L, donc deuxième partie, est fermé. Ker de L est fermé dans grand H. D'ailleurs, l'un d'entre vous est très assidu à ce cycle de cours, ce qui ne gâche rien dans dans l'appréciation que je puisse faire pour toutes les observations et les remarques pertinentes que cet individu qui se reconnaîtra parmi vous me fait très régulièrement, et je l'en remercie ici. La notion de fermé, je l'avais évoqué, il s'agit de montrer que l'adhérence de l'ensemble, en topologie, je dirais, assez générale, c'est l'ensemble lui-même, c'est-à-dire qu'il faudrait montrer que ker de L bar, c'est ker de L, c'est ça que ça veut dire, que ker de L est fermé dans les principes et définitions de base de la topologie, mais à l'aide des normes, j'avais donné une autre définition, alors cette fois-ci, dans les espaces vectoriels normés, il s'agit de montrer que tout de suite, qui convergent dans l'espace en question, et bien en fait à une limite qui reste dans ce sous-ensemble, et bien là, lorsque l'espace est un espace de Hilbert, donc un Banach, il suffit d'utiliser la caractérisation que j'ai faite, que je vous ai établie d'ailleurs sur les espaces de Banach, à savoir que soit une suite de Cauchy, donc de cette caractérisation elle passe par les suites de Cauchy, soit une suite de Cauchy de ker de L, soit, on va l'appeler, peut-être on va lui donner un nom, hein, qu'est-ce que vous en pensez, soit Vn, une suite de Cauchy de ker de L, montrons qu'elle converge dans ker de L. Alors, ici, ça revient au même hein, pratiquement, puisque c'est une spécification de cette sous-ensemble, de ce sous-ensemble fermé dans une perspective qui n'est pas un espace vectoriel normé, mais un espace vectoriel normé complet, donc où les suites de Cauchy présentent des propriétés que vous connaissez. Donc c'est ça l'idée de la spécification de la fermeture d'un ensemble dans un espace de Hilbert, et on l'avait vu dans l'espace de Banach, au travers, sous l'angle d'attaque
des suites de Cauchy. Donc, si on considère une suite de Cauchy d'Ankère de L, il faut montrer qu'elle converge d'Ankère de L, qu'elle a une limite, donc d'Ankère de L. Or, Ker de L est inclus dans grand H, qui est un Hilbert, donc un Banach. Donc Banach. Donc complet. Donc ça veut dire que si on prend une suite de Cauchy du noyau, qui se trouve dans l'espace de Hilbert, qui est avant d'être un Hilbert, un Banach, c'est-à-dire un espace vectoriel normé complet, eh bien, par cette complétude, on peut affirmer d'emblée, il existe donc un V, cette fois-ci appartenant à grand H, tel que limite, quand n tend vers plus l'infini, de Vn égale V, et lui, il appartient à grand H. Et donc, la seule problématique qui nous intéresse, il faut montrons que V n'est pas dans grand H, mais que V est dans Ker de L. Montrons que V est dans Ker de L. Autrement dit, que L de V est nul. Mais L de V est nul, alors L de V, c'est la limite d'une suite qui est dans Ker de L. Donc L de V, on ne sait pas si L de V est nul, mais on sait que L de Vn est nul. Et on sait que Vn tend vers V. Autrement dit, on sait que la norme de Vn moins V tend vers 0. Donc il nous faut faire apparaître ces deux informations qui vont être cruciales pour montrer que L de V est nul. Je répète quelles sont ces deux informations, et ça vous devez en être tous conscients. Un, que Vn moins V tend vers 0 en norme, et d'autre part, que Vn est une suite de Ker de L, c'est-à-dire L de Vn est nul. Bah écoutez, comment faire apparaître ces deux notions? Ces deux informations, je vous l'ai déjà dit, en mathématiques, c'est souvent, une fois que les objectifs sont à peu près clairs et identifiés, les faire apparaître, eh bien, il suffit de les faire apparaître. Attention, ça c'est une grande nouvelle. Eh bien, V, on veut faire apparaître V moins Vn, ben voilà. Donc il faut écrire plus Vn. Oui, mais l'application grand L est linéaire, donc c'est L de V moins Vn plus L de Vn. Et donc, vous voyez que cette quantité-là est nulle parce que Vn est une suite de Cauchy de Ker de L dans le noyau. Donc, si c'est une suite de Cauchy dans le noyau, alors forcément, son image pour tout n est nulle. Pour tout n entier, L de Vn est nul. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe donc que L de V, c'est L de V moins Vn. Et on veut montrer que L de V est nul. Alors, L de V nul, ça veut dire positif et négatif à la fois. Oui, mais donc là, je n'ai pas ni positif ni négatif, j'ai un nombre réel qui est égal à un autre nombre réel. Mais écoutez, on va le rendre positif sans trop de difficultés. Donc maintenant, si par bonheur, cette quantité-là pouvait être rendue négative, on aurait L de V. Si elle était inférieure à une quantité qui elle-même devenait, quand n augmente par hasard, pour utiliser cette propriété-là, si cette quantité-là, ici, à faire apparaître, pouvait être nulle, asymptotiquement, l'affaire serait entendue pour L de V qui est coincée en valeur absolue par 0 à gauche, la porte est fermée, comme je le dis souvent, et à droite, eh bien, elle serait fermée, elle se fermerait asymptotiquement. Et c'est là que la continuité apparaît. Or, et on a terminé, or, grand L est continu, c'est-à-dire, alors rappelez-vous, les applications linéaires sont continues. Alors, en un point ou en tout point, c'est pareil. En un point, en zéro, on dit si elle est continue. Je l'ai démontré en long, en large et en travers. Je vous renvoie à une toute première vidéo de ce cycle de cours. Donc, si elle est linéaire, montrer que si elle est continue en tout point, c'est montrer qu'elle est continue en zéro, par exemple, ou en un autre point d'ailleurs. Et c'est aussi équivalent, et c'est ça qui nous intéresse, de montrer qu'elle est lipschitzienne. C'est-à-dire, il existe
une constante C positive, telle que, quel que soit V appartenant, quel que soit W appartenant à grand H, alors valeur absolue de L de W est inférieure ou égale à C norme de W. Oui, je répète, si une application est linéaire, sa continuité, c'est en fait cette propriété, on l'a démontré en son temps. Donc, on va le dire à l'envers, si vous avez une application linéaire qui est lipschitzienne, elle est donc continue. C'est aussi une propriété que j'ai utilisée, me semble-t-il, dans la vidéo précédente pour les projections sur les sous-espaces vectoriels, justement, fermés. Donc, je poursuis. Et si ça c'est vrai, quel que soit W dans grand H, c'est-à-dire si la continuité de grand L me permet d'écrire qu'elle est de manière totalement équivalente lipschitzienne, alors, parce que le caractère lipschitzien, lorsque c'est linéaire, ça s'écrit comme ça, et pas L de W1 moins L de W2 inférieur à C norme de W1 moins W2, parce que L de W1 moins L de W2, allez voir la vidéo, c'est L de W1 moins W2 par linéarité. Donc ça revient à avoir, pour tout W, L de W en valeur absolue inférieur ou égale à C norme de W. Très bien. Et donc, en particulier, si W égale V moins Vn, V est dans grand H, Vn est dans grand H, V est en grand H, c'est par complétude de grand H qu'on a pu sortir ce V, la limite de cette suite de Cauchy qui est a priori dans quart de L, à une limite pour l'instant dans grand H. V est dans grand H, Vn est dans quart de L, mais quart de L est inclus dans grand H, donc cette différence, elle est bien dans grand H, évidemment, il n'y a pas de doute. Eh bien, en particulier, si on a ça, alors vous obtenez que 0 est inférieur ou égal, la porte fermée à gauche, à L de V, inférieur ou égal à C fois, eh bien, norme de V moins Vn. L de V moins Vn est inférieur ou égal à C, l'équivalent de ce qui est écrit ici de manière générique, V moins Vn. Et ça, c'est vrai, quel que soit n appartenant à grand N. Donc, comme ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, eh bien, la fameuse porte qui doit se fermer à droite pour que la valeur absolue soit en même temps positive et négative, ce qui va être quand même assez compliqué pour une valeur absolue, sauf si elle est nulle. Donc, ça implique que valeur absolue de L de V égale 0, et donc que L de V égale 0, et donc que V appartient à un quart de L. Autrement dit, la fermeture de quart de L dans grand H est bien une conséquence de la continuité ici de la forme linéaire. Autrement dit, pour l'établissement du théorème de Riss, il nous faut impérativement que la forme linéaire soit continue. Voilà en ce qui concerne la démonstration de cette propriété qui a été utilisée, j'ai envie de dire presque naturellement au cours de cette démonstration du théorème de Riss pour pouvoir profiter du théorème de projection, une projection sur un sous-espace vectoriel fermé. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo précédente. Et donc, cette propriété qui nous permet d'établir complètement le théorème de Riss. Alors, il nous faut une extension avant de passer au fameux théorème de l'analyse mathématique. Il nous faut donc une extension de cette représentation d'une forme linéaire du théorème de Riss dans le cas des applications ou des formes bilinéaires, parce que vous allez voir que les formes bilinéaires et les formes linéaires, ça va danser la Java à n'en plus finir pour la transformation des équations de dérivées partielles en formulation variationnelle. Ça, je n'en dis pas plus, c'est pour la prochaine séance. Alors, et donc, il va nous falloir cette extension du théorème de Riss pour ces formes bilinéaires avant de passer au fameux théorème majeur que nous allons ensuite mettre en œuvre dans un bon nombre de cas de figure à l'aide d'espaces vectoriels normés complets, d'espaces de Hilbert, que nous allons aussi introduire autant que faire se peut dans une version minimaliste, mais vous avez déjà l'habitude de ce genre de version dite minimaliste, entre guillemets, que sont les espaces de Sobolev. Et donc le cadre complet mathématique sera prêt pour ces applications. C'est dans quelques temps, dans pas trop de séances, je vous le promets. Alors, extension du théorème de Riss.
Alors, c'est toujours la même histoire. On est dans un cadre H un Hilbert. Et cette fois-ci, A, une forme bilinéaire continue. Bilinéaire et continue sur H2. Soit H un espace de Hilbert, et vous voyez qu'à la place de la forme linéaire, on a une forme bilinéaire, et elle est définie sur le produit H croix H sur H2. Alors, il existe un unique opérateur grand A, linéaire et continu, de H dans grand H, tel que, eh bien, quel que soit UV appartenant à H2, eh bien, on a A de UV qui va s'écrire produit scalaire de cet opérateur grand A agissant sur U, scalaire V. L'écriture est somme toute assez naturelle. On reconnaît bien ce qu'on avait déjà pour la forme linéaire. Hein. Ici, là, vous avez une forme bilinéaire. Vous remplacez, hein, s'il n'y avait pas de dépendance en U et V, alors vous auriez... Alors le U qui est ici n'a rien à voir avec le U de la représentation de Riss, hein, puisque ici, on a besoin d'écrire pour tout élément de départ de l'espace de Hilbert croix lui-même. D'accord? Cette écriture-là, c'est le quel que soit V appartenant à grand H de tout à l'heure. Et donc, l'élément qui est nouveau, c'est qu'il existe en fait un opérateur en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que c'est un opérateur? Donc, voilà l'énoncé. Remarque, hein, grand A, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est un opérateur de H dans grand H qui a un U associé à un A de U. Eh bien, ça veut dire ni plus ni moins que A est une application, voilà, nouveau vocable, linéaire, continue, de H dans H. Si vous voulez, l'opérateur, c'est une autre manière de dire qu'on a une application. Hein, c'est un autre vocable qui intervient de manière un peu plus spécifique en ce qui concerne les opérateurs dans un autre contexte. Ce n'est pas la peine de les introduire ici, la théorie spectrale, pour ceux qui connaissent, j'en parlerai pas ici, ce n'est pas le lieu. Donc en fait, ce théorème vous dit ni plus ni moins que finalement, la représentation d'une forme bilinéaire passe par la projection de tous les vecteurs V sur un vecteur qui est spécifique du vecteur U. Ah bah oui, parce que quand U est fixé A de U, pour un U donné, A de U est unique. Pourquoi il est unique? Parce que A est une application, n'oubliez pas, une application c'est un élément de l'espace de départ, existe une et une seule image. Je veux dire que finalement, connaître toutes les valeurs de cette forme bilinéaire, connaître toutes les actions de cette forme bilinéaire, c'est finalement connaître toutes les projections spécifiques d'un vecteur associé au premier argument de la forme bilinéaire sur tous les autres vecteurs de l'espace grand H. Je viens d'essayer de vous dire avec les mots ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la motivation de cette vocable, de ce vocable de représentation d'une forme linéaire. Ici, c'est la représentation d'une forme bilinéaire, mais qui se démontre à partir du théorème de Riss. J'ai considéré de ne pas vous proposer cette démonstration qui s'appuie, qui pourrait se faire. Peut-être que chemin faisant, la démonstration, je la reprendrai et je vous la montrerai peut-être un peu plus par la suite. C'est pas impossible. Alors, le théorème de Riss maintenant est disponible. La prochaine fois, teasing, théorème de Stampacchia, théorème de Lax-Milgram. Est-ce que les deux ou est-ce que l'un des deux? Non, l'un des deux d'abord. Stampacchia parce qu'il a aussi des corollaires et vous allez voir déjà qu'on va être bien servi en
en travail à ce niveau-là. Et ensuite, le fameux et gros théorème de Lax-Milgram qui s'applique dans une énorme famille d'équations dérivées partielles. Ça sera pour après. Vous l'avez compris. À très bientôt. Protégez-vous. Bonne journée.